Bonjour à tous, mon nom est Denis Chenevert, je suis directeur du pôle santé et professeur titulaire à HEC Montréal. Merci de vous joindre à nous ce midi pour ce séminaire, le dernier de l'année 2025, si je ne m'abuse. Nous avons la chance ce midi d'accueillir un de mes collègues, le Grégory Vial, qui est professeur agrégé au département des technologies de l'information à HEC Montréal, qui va nous entretenir sur le sujet de l'heure, qui est celui des systèmes de dossiers patients électroniques. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé au niveau médiatique sur le DSN et le fait que son implantation a été mise temporairement, j'espère, sur la glace et tous les éléments entourant ces implantations et ces enjeux. Donc, l'intérêt est encore plus grand de pouvoir comprendre ce qui se fait dans d'autres juridictions sur l'implantation de ces grands systèmes de dossiers patients électroniques et les tensions de l'implantation de ces systèmes à travers les différentes parties prenantes. On sait que l'interopérabilité des systèmes est un enjeu fondamental dans notre grand réseau de la santé. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Grégory qui va démystifier un peu ces grands enjeux-là et peut-être mettre en place un certain nombre de conditions de succès pour leur réussite. Donc, sans tarder, je cède la parole à Grégory et bon séminaire à tous. Juste un petit message pour vous inviter les participants à conserver vos questions pour la période de questions qui va suivre. Vous aurez l'occasion de les écrire dans le clavardage pour qu'on puisse les poser aux conférenciers à la fin ou bien à ce moment-là de lever la main virtuellement et vous pourrez vous adresser directement lorsqu'on vous invitera à le faire. Merci beaucoup. On peut y aller. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé, on continue encore de travailler avec des collègues d'une équipe. Et donc le titre de la présentation aujourd'hui, c'est Tensions dans les implantations à grande échelle de systèmes de dossiers patients électroniques, résultat d'une métasynthèse. C'est tout un titre là, mais on va passer à travers assez rapidement, vous allez voir. Euh, pour donner un petit peu de contexte sur la genèse de ce projet-là, justement, comme Denis le mentionnait, c'est un projet de recherche qui est réalisé dans le cadre d'un projet plus global, hein, dans lequel on a été invité à participer pour la mise en place du dossier santé numérique, notamment dans les dossiers de vitrine qui ont été sélectionnés pour la première phase d'implantation. L'équipe de recherche à laquelle je me suis jointe a notamment pris une démarche de recherche-action qui implique la mobilisation des connaissances scientifiques pour informer la prise de décision. Et ça, notamment, ce que ça a impliqué au départ, ça a été de comprendre bon, ces implantations-là qui sont à assez grande échelle, étant donné la portée visée pour le DSN, quelles sont les conditions qui font qu'elles fonctionnent bien, quels sont les enjeux qui sont vécus, et quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour tenter de faciliter le processus d'implantation. Et donc, c'est un petit peu le résultat de cette première phase-là qui est l'aboutissement avec cette recherche-là pour avoir une synthèse des connaissances scientifiques sur les implantations donc à grande échelle ici. D'une façon générale, on sait que les implantations à grande échelle de dossiers patients électroniques, hein, donc les EHR, sont entreprises dans plusieurs pays depuis plusieurs années quand même. On sait aussi que ça mobilise de nombreuses parties prenantes, notamment des personnes plus au niveau technique, au niveau clinique, au niveau administratif et d'autres évidemment, notamment quand on fait affaire avec des intégrateurs, des firmes de consultation, etc. Donc ce sont des projets qui sont complexes et dans lesquels ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même de nombreuses difficultés qui peuvent être rencontrées. Et ça, c'est très aligné avec ce que ma spécialité à moi en TI note par rapport aux implantations des systèmes de gestion intégrés, donc ces gros systèmes comme des systèmes tels que SAP, par exemple, qui sont implantés depuis quand même un certain nombre d'années dans des entreprises, mais pour lesquels, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on numérise des flux de travail, on standardise des pratiques, on centralise des données, etc., ce qui correspond assez bien à la réalité de ce type de système qu'on met en place dans le domaine de la santé. Et les difficultés qui sont relevées dans la littérature sur les EHR sont assez cohérentes avec ce qu'on a vu en TI. Donc, on a des enjeux qui sont relevés dans plusieurs études et aussi des facteurs clés de succès qui sont connus par rapport à ces initiatives-là. Nous, ce qui nous a intéressés dans le cadre du projet actuel, c'est de comprendre les tensions qui émergent pendant le processus d'implantation. Donc, au lieu de nécessairement passer du temps sur comment est-ce qu'on fait pour que dès le départ, ça se passe bien,
ce qu'on a noté à travers l'étude de la littérature, c'est qu'il y a systématiquement des enjeux ou des difficultés qui sont rencontrées pendant le processus d'implantation, mais on n'a pas nécessairement beaucoup de connaissances sur la nature de ces difficultés-là et sur éventuellement les choses qui pourraient aider à les résoudre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Puis le terme de tension ici n'est pas anodin, évidemment. On le prend de la théorie organisationnelle, donc et une tension dans ce domaine-là, c'est quoi? Ce sont des éléments qui sont censés quand on les regarde de façon individuelle, mais qui sont contradictoires quand on les considère de façon conjointe. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas comme s'il y avait deux éléments, un qui est bon, l'autre qui est mauvais. C'est plus que on va souvent vouloir les réaliser de façon conjointe, et c'est là que la contradiction et la difficulté ressortent. Donc l'approche par tension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reconnaît la nécessité de satisfaire des éléments qui sont contradictoires. Par exemple, dans un système de santé, quand je mets en place un EHR, ça pourrait être pour standardiser les pratiques, ce qui est une chose qui est tout à fait louable et désirable. Mais en même temps, j'ai peut-être besoin de conserver des adaptations locales. Donc les deux sont censés, mais la difficulté sort quand on essaye d'arriver à ces deux objectifs-là qui finalement se contredisent un petit peu. Donc, standardiser d'un côté, tout en conservant des adaptations locales, ça amène une complexité supplémentaire plutôt que de juste standardiser ou juste conserver des adaptations locales. La méthodologie qu'on a employée pour réaliser cette étude, c'est une métasynthèse qualitative. Donc, c'est une méthode à travers laquelle on étudie des études de cas, donc de l'évidence qui est qualitative, qu'on analyse et qu'on interprète. Et ici, notre objectif, c'est d'identifier et de répertorier les instances de tension dans les études de cas d'implantation à grande échelle. Donc, évidemment, dans ce genre de contexte-là, les implantations, par exemple, dans un hôpital avec une population assez petite, n'étaient pas retenues. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment des implantations qui visaient, par exemple, plusieurs sites à l'échelle régionale ou nationale, etc., parce que ça correspondait plus, évidemment, à la réalité de ce que le DSN est appelé à faire. Donc, on a pris quatre sources de données principales, incluant des sources de données qui sont plus utilisées dans la littérature, je dirais en dehors des sciences médicales comme Web of Science, par exemple, mais aussi des bases de données couramment employées dans ce domaine-là. Un échantillon initial qui était assez large, là, vous voyez, 9000 articles. La raison pour laquelle l'échantillon était assez large, c'est en fait dû au fait que beaucoup des articles qu'on a reçus en retour étaient des articles qui utilisaient les données extraites de EHR pour faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'étude du processus d'implantation. Donc nécessairement, il y a beaucoup d'articles qui ont été exclus. Et au final, notre échantillon a compté 26 articles qui couvrent 11 cas d'implantation différents. La démarche qu'on a suivie une fois qu'on avait identifié ces 26 articles-là, ça a été d'abord d'extraire des données descriptives, donc vraiment des données factuelles sur ce qui se passait ou ce qui était déclaré dans l'article. Et à l'intérieur de ça, donc on a identifié les cas en tant que tels dans chacun des articles. Par la suite, on a pu faire un regroupement parce qu'on s'est rendu compte que dans les 26 articles, certains traitaient du même cas. Et donc, ça nous a permis d'identifier 11 cas uniques. De là, on a bâti des sommaires sur chacun des cas en fonction de l'évidence qui était présentée, développé un schème de codification des tensions et on a fait un premier inventaire à travers l'analyse de l'évidence qui était fournie, donc de 112 instances de tension. Par la suite, on a refait une évaluation de ces 112 instances, on en a éliminé 11 pour en retenir 101. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un exercice donc inductif là, de regroupement des tensions pour identifier des étiquettes qui nous permettaient de les décrire. Et on en a identifié 42. Et on a aussi identifié 6 thèmes à travers lesquels on pouvait regrouper ces 42 étiquettes. Sixième étape, on a refait une instance de révision, ce qui nous a amené à passer de 42 à 21 étiquettes retenues et 5 objets au lieu de 6. Donc là, on a un raffinement progressif qui s'est fait jusqu'à la dernière étape où on a validé chacune des instances, on est retourné au verbatim, on a regardé les étiquettes qu'on avait assignées, les objets, les associations, pour avoir quelque chose qu'on considérait qui était comme rigoureux et réalisé avec un degré de systématicité qui nous satisfaisait. L'avantage ici d'avoir une équipe un petit peu plus grande que ceux avec quoi on a parfois l'habitude de travailler comme nombre, c'est que on a pu être impliqué à différentes étapes du processus et surtout on a pu impliquer différentes personnes à différentes étapes pour s'assurer que les validations, par exemple, étaient faites par
d'autres chercheurs que ceux qui avaient fait la première codification ou autre, ce qui nous a permis aussi d'améliorer notre niveau de confiance dans ce qu'on avait comme élément de résultat. Pour fournir des données un petit peu plus descriptives pour l'instant, au niveau des cas, donc on a nos 11 cas ici qui sont présentés dans le tableau à gauche. J'attirerai votre attention peut-être sur certains éléments généraux. Donc on a une majorité de cas qui sont en Europe, 4 aux États-Unis et un en Asie, donc à Singapour. Des cas qui traitent d'implantation au début des années 2000, fin des années 90, mais aussi proche de nous, là, en 2023. Parmi les 11 cas, on en a 5 qui sont des implantations du système EPIC. EPIC, c'est le système qui est implanté dans le cadre du projet DSN. Donc, ça nous intéressait, ça, parce que ça nous a permis justement d'aller récolter de l'évidence qui était pertinente spécifiquement pour ce système-là. Et on a des implantations, donc on avait différentes échelles. On en a qui étaient faits à l'échelle nationale, par exemple à Singapour, c'était fait à la hauteur de Singapour au complet, à l'échelle régionale ou à l'échelle multisite. D'accord? Et évidemment, pour ceux qui connaissent cette littérature-là, le cas dans lequel on a trouvé la plus grande couverture en termes de nombre d'articles est celui du NCRS, donc le National Care Record Service au Royaume-Uni, qui faisait partie du programme NPFIT, pour lequel il y a eu beaucoup de couverture là, dans la littérature scientifique et dans la littérature de praticiens. Donc, vous voyez sur le tableau de gauche différentes implantations ici. Celle d'EPIC, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes situées en Europe, notamment. Ça, ce qui est particulièrement, ce qu'on apprécie avec un échantillon comme ça, c'est que ça nous permet de faire de la triangulation aussi par rapport à l'évidence qu'on a. Donc, quand on a relevé des tensions dans un cas, puis qu'on les voit dans un autre cas qui est par exemple dans un autre pays ou dans une autre région ou avec un système de santé qui fonctionne d'une façon différente, ça nous permet de voir que cet enjeu-là, a priori, ou cette tension-là, pourrait être pertinente en dehors du système dans lequel elle aurait pu être observée une seule fois, par exemple. Alors, les objets de tension qu'on a codés pour classifier donc nos 21 étiquettes de tension sont les suivantes. Puis vous allez voir, ce sont des objets qui sont qui font du sens. Là, c'est assez simple. D'abord, on a des tensions qui sont reliées à des enjeux par rapport aux personnes. Donc, les individus, les équipes, tout ce qui est relié aussi à leurs compétences, leur rôle, l'identité professionnelle et les responsabilités dans le cadre du projet. Ensuite, on a des tensions reliées au pouvoir, donc tout ce qui est l'exercice de l'autorité et de l'influence par les parties prenantes qui peuvent affecter l'orientation, mais aussi l'exécution du projet. Des tensions reliées à des ressources, donc tout ce qui est l'allocation des finances, des outils, les ressources humaines aussi, et le temps qu'on va permettre d'allouer pour exécuter et soutenir le projet une fois l'implantation réalisée. Les éléments reliés au système, donc Denis le mentionnait notamment, donc tout ce qui est relié à des aspects techniques, de fonctionnalité, de caractéristiques du système qui sont importants, notamment d'infrastructures technologiques aussi. Et enfin, la vision, à savoir tout ce qui est objectif, le but et la portée globale du projet, qui vont avoir une influence très importante sur la direction et les résultats qu'on souhaite obtenir avec l'implantation qui est visée. Donc, je vous présente ici le tableau qui est probablement le tableau principal qu'on voit dans l'article. C'est celui qui vous montre sur la gauche donc les 21 étiquettes de tension qu'on a codifiées. Et sur la droite, vous avez donc la relation ou l'association finalement entre les tensions et les 5 objets qu'on a présentés ici. D'abord, peut-être de façon globale, on voit que en regardant rapidement sur la gauche, on a des éléments effectivement qui sont beaucoup plus reliés à des choses techniques, comme si on regarde Features and Functionalities par exemple. On a des choses qui sont beaucoup plus reliées à des éléments sociaux ou humains, comme l'identité professionnelle. Et si j'attire un petit peu plus votre attention sur les détails ici, on a des tensions qui sont associées à plusieurs objets, par exemple de degré de localisation qu'on va permettre par rapport à la configuration du système, qui va avoir à la fois une association avec des enjeux par rapport aux personnes, au pouvoir et au système en tant que tel, mais aussi des tensions qui sont reliées vraiment à un seul élément, comme la conceptualisation même du projet qui est visé. Donc ça, ce que ça démontre, c'est que on a des tensions qui peuvent être assez complexes parce qu'elles touchent à différents éléments ou à différents objets qui sont impliqués dans le projet. Et à ce moment-là, ça a évidemment un impact qui peut être important, mais on a aussi des tensions qui peuvent être assez ciblées par rapport à un seul objet. Globalement, et c'est encore une fois pour nous en TI, en tout cas sans surprise,
ce qu'on voit, c'est que la majorité des tensions ou des types de tensions qu'on a identifiés ou incorporent un élément humain. Ça veut dire que oui, les éléments techniques peuvent être importants, mais ce que la recherche nous dit en TI sur les implantations de systèmes de gestion intégrés comme ce type-là, c'est que ce sont les éléments humains et sociaux qui vont être beaucoup plus importants et beaucoup plus complexes à gérer que des éléments purement techniques qui vont souvent pouvoir être résolus par une intervention. Ici, on parle d'enjeux qui vont se développer à travers le temps, qui vont impliquer différentes parties prenantes et pour lesquelles les stratégies de gestion recommandées ou prescrites ne sont pas nécessairement claires. Par ailleurs, une bonne partie de ces tensions, justement, qui impliquent des éléments reliés aux gens, impliquent aussi d'autres éléments, comme des enjeux de pouvoir, des enjeux liés aux ressources ou des enjeux liés au système. Donc, encore une fois, cette idée de complexité ici qui ressort, qui est assez importante, qui fait que les stratégies de gestion ne sont pas nécessairement évidentes à mettre en place. En dehors de ces tensions-là qui incorporent un élément plus humain, on va trouver des tensions qui incorporent des éléments reliés donc à des enjeux de pouvoir, de ressources, de système et de vision. Encore une fois, ici, on va en trouver plusieurs qui touchent à différents aspects, mais on va aussi en trouver qui touchent uniquement la vision associée au projet. Par exemple, c'est quoi les bénéfices qu'on anticipe avec un projet comme celui-là? C'est quoi la conceptualisation même du projet qu'on avance et l'objectif qu'on vise avec ce projet-là? Puis je reviendrai un petit peu plus en détail sur quelques exemples, mais l'idée ici, c'est d'être capable de voir en fait la complexité des tensions qui ressortent, aussi leur diversité. Ça, c'est quelque chose qui nous a marqué, parce que finalement, la littérature ne fait pas nécessairement ressortir ça dans un article donné, mais la métasynthèse nous permet de voir cette richesse ou de l'observer en tout cas. Maintenant, je vais donner quelques exemples de tensions et des enjeux auxquels on peut penser par rapport à ça. Si je regarde par exemple la tension reliée à tout ce qui est régler les bugs et les problèmes de configuration donc du système qu'on met en place, la question centrale c'est qui est-ce qui priorise les enjeux de configuration? Et là, on a encore une fois, deux éléments qui sont censés quand on les considère de façon individuelle, mais quand on les regarde de façon conjointe, c'est un petit peu plus délicat. Donc, on pourrait voir que c'est le gestionnaire et ou le fournisseur qui décide de la priorisation pour régler ces enjeux-là, ou bien ce sont les futurs utilisateurs qui décident de la priorisation, ce qui est aligné avec des approches plus agiles dans lesquelles l'utilisateur décide ce qui est important pour la mise en place d'un système qui va fonctionner comme il faut. Le problème, c'est que ce qu'on voit dans les implantations souvent, c'est une opposition entre ces deux objectifs-là, où on a, comme on met ici avec la citation qui est fournie, le fait que, OK, on peut déposer un ticket en disant cet enjeu-là est prioritaire, mais au final, cette priorité est réassignée par des gestionnaires ou par le fournisseur, ce qui fait que on n'a pas nécessairement une bonne gestion de ces deux éléments contradictoires-là, ce qui fait qu'on peut avoir de la frustration du côté des utilisateurs qui ne voient pas leurs problèmes priorisés, comme on peut avoir de la frustration du côté des gestionnaires qui voient que les enjeux qui sont remontés par les futurs utilisateurs ne sont pas nécessairement les bons pour eux. Donc ça, ce que ça peut amener dans des cas d'implantation qu'on a vus dans la métasynthèse sont des délais de communication. Par exemple, lorsque l'on a des chaînes de communication qui sont assez longues pour faire remonter des enjeux qui passent par plusieurs intermédiaires et qui entraînent des allers-retours multiples. On peut avoir de l'insatisfaction par rapport à la priorisation établie si les futurs utilisateurs pensent que certains enjeux sont prioritaires, mais que ce n'est pas ça qui est mis de l'avant. Et on peut avoir aussi, dans certains cas, ce qu'on a vu, c'est des tierces parties, comme des intégrateurs qui vont, eux, jouer un rôle dans la priorisation, et qui ne répondent pas nécessairement à la priorisation d'un point de vue clinique, par exemple, c'est beaucoup plus d'un point de vue technique. Donc, encore une fois, cet enjeu-là, c'est un bon exemple de la complexité des problèmes qui peuvent survenir à travers ça. Un deuxième exemple, c'est comment est-ce qu'on va établir la source de support par rapport à l'implantation. Donc, où est-ce qu'on va trouver les ressources pour soutenir le déploiement? Dans certains cas, on dit que le support à l'interne, c'est le mieux placé parce que c'est celui qui connaît le contexte, c'est celui qui connaît le système et les processus dans lesquels on met en place le système. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que c'est plus facile d'aller chercher du support à l'externe parce que ce support-là, on peut aller l'acquérir de façon plus élastique. Encore une fois, les deux stratégies se valent. Le problème, c'est quand on les regarde de façon conjointe, il y a une contradiction ici qui est relevée.
Ce que ça amène comme enjeu, c'est on peut avoir une mobilisation rapide du support externe pour ajouter des bras, hein. On rajoute des bras pour tenter de régler les problèmes. Le problème avec cet enjeu-là, avec cette stratégie-là, c'est que il manque énormément de contexte pour ces intervenants-là pour intervenir de façon judicieuse ou de façon optimale par rapport à la réalité du système qui est mis en place. Ça peut amener aussi de la frustration associée au manque de connaissances contextuelles parce que les ressources externes arrivent, elles n'ont pas une très bonne connaissance des flux de travail, des intégrations avec les autres systèmes qui peuvent être utilisés, etc. Ce qui fait que oui, on a des bras en plus, mais on perd parfois plus de temps à faire en sorte que ces bras-là deviennent efficaces à nous aider. Et on peut avoir aussi à côté de ça de la difficulté à mobiliser des ressources internes. Pourquoi? Parce que les ressources à l'interne sont très souvent euh, non disponibles, parce qu'elles sont très occupées, elles sont impliquées dans le fonctionnement d'un système qui déjà a reçoit beaucoup de demandes et beaucoup de pression. Donc si on ne libère pas ces ressources à l'interne de leurs tâches régulières, c'est très difficile de leur demander de faire ça en plus du reste. Donc de participer au support pour l'implantation quand on a des super utilisateurs, etc. Un troisième exemple, c'est celui de la conceptualisation des bénéfices. Donc, comment est-ce qu'on va évaluer l'impact de l'implantation? D'un côté, on voit un succès qui est évalué surtout sur la base de bénéfices financiers. Par exemple, on a réduit les coûts associés aux besoins de donner des soins, aux besoins de maintenir des centaines de systèmes qui sont interconnectés qu'on remplace par un seul système centralisé, par exemple. De l'autre côté, on a des visions où le succès est surtout évalué sur la base de bénéfices cliniques, notamment des mesures qui peuvent être plus qualitatives, par exemple de qualité des soins. Et là, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, les deux font du sens, mais c'est pas nécessairement facile de les voir de façon conjointe. Ça, ce que ça amène comme enjeu, c'est des défis reliés à la définition des indicateurs de bénéfices qui vont être retenus pour la mise en place du système. Donc, est-ce que on va évaluer le succès du système sur la base d'économies d'un point de vue financier, sur la base de l'amélioration des soins? Donc, la mesure du succès va être à multiples facettes, puis de capturer cette richesse-là, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, la mesure des indicateurs de bénéfices va aussi être assez difficile parfois parce que des indicateurs plus qualitatifs sont pas nécessairement faciles à aller capter de façon fiable. En même temps, des indicateurs qu'on considère comme quantitatifs ne sont pas nécessairement toujours évidents non plus à quantifier. Et aussi, donc, le troisième enjeu, c'est celui de la reddition de comptes parce que la complexité de la notion de succès amène des visions différentes de ce que c'est un système qui fonctionne bien. Et ça veut dire que pour certaines personnes, on peut avoir un succès, pour d'autres parties prenantes, on peut dire que non, il y a un échec sur cet aspect-là, et donc c'est pas nécessairement un succès. Donc encore une fois, ici une tension qui est intéressante d'un point de vue recherche, mais qui amène beaucoup de complexité. Dernier exemple que je vais fournir ici, c'est celui des caractéristiques et fonctionnalités du système. Notamment, la question qu'on se pose, c'est comment va évoluer le système après le déploiement. On sait que ces systèmes-là, quand on les met en place et que l'implantation est terminée, entre guillemets, va y avoir une liste de bugs à régler, va y avoir des nouvelles fonctionnalités qu'on voudra mettre en place parce que souvent on fonctionne par phase, va y avoir un déploiement vers d'autres sites, etc. Euh, Là, ce qu'on voit comme tension qui est intéressante, c'est que, il y a deux visions qui sont présentes. La première, c'est que le système est préconfiguré et évolue sur la base de décisions antérieures. Donc, les décisions qu'on a prises auparavant vont avoir une influence importante sur la façon dont le système peut évoluer. Ça, c'est opposé à une autre façon de voir les choses, qui est que le système est configurable et donc il peut évoluer en fonction des besoins émergents sur le terrain. Donc, on a ici l'exemple d'Epic en Norvège, d'une implantation d'Epic en Norvège, où ils se sont rendus compte que Epic avait été promu comme une plateforme qui est flexible, donc qu'on est capable d'adapter. Et ça, certains intervenants l'avaient compris comme étant la possibilité de changer certaines choses une fois l'implantation faite, parce qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux. Sauf que ce dont ils se sont rendus compte après, c'est que certaines parties de la configuration vont vraiment bloquer certaines choses et vont empêcher d'avoir une adaptation subséquente. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé. Et c'est quelque chose, encore une fois, dans les systèmes de gestion intégrés comme SAP qu'on voit, à savoir qu'une fois que la configuration de base est faite, il y a des adaptations qui peuvent être proposées, mais il y a une certaine partie de la configuration qui doit rester stable pour que le système puisse être utilisé de la façon dont c'est prévu. Donc au niveau des enjeux, ce que ça amène, c'est que peut y avoir, ici dans le cas qu'on avait, certains sites qui s'attendaient à pouvoir réaliser certaines fonctionnalités, mais qui finalement ne sont pas possibles ou sont trop coûteuses parce qu'il y a des choix antérieurs qui les ont déjà empêchés ou fixés.
Le fournisseur peut aussi prioriser certaines fonctionnalités qui vont être mises en place et le système va fonctionner d'une façon assez spécifique qui peut-être ne pourra pas s'adapter parfaitement à une réalité locale ou à un système de santé différent. Par exemple, dans certains cas qu'on a vus, la gestion des rôles pour les accès à différentes fonctionnalités du système était très basée sur la façon dont le système fonctionnait et c'était très différent de la réalité sur le terrain. Il y avait une perception que ça allait pouvoir être modifié, alors qu'en fait, le système ne permettait pas ça. Donc ça a été un enjeu qui a été vécu dans un des cas d'implantation. Euh, donc, pour faire un petit peu un résumé, je vous ai donné quelques exemples ici de tensions, puis ça me fera plaisir éventuellement discuter d'autres. L'article les présente un petit peu plus tous en détail, puis fournit de l'évidence dans les annexes, mais l'idée ici, c'est que l'étude des tensions, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir une approche qui est assez pragmatique pour étudier les enjeux vécus durant le processus d'implantation. On trouve ça intéressant parce que on est capable de voir l'enjeu, mais pas l'enjeu comme étant nécessairement quelque chose de négatif. On est capable de voir qu'il y a des objectifs contradictoires, mais qui, quand on les prend de façon individuelle, sont sensés. Et c'est ça qui révèle toute la complexité, parce que favoriser un pôle d'une tension ou l'autre n'amène pas nécessairement une solution optimale, parce que il se peut qu'on veuille standardiser, mais qu'on ait besoin d'adaptation locale aussi. Et c'est là où d'être capable d'identifier ces tensions-là, on trouve que c'est intéressant parce que ça peut amener l'attention sur certains enjeux auxquels on ne pense pas nécessairement ou des choses qu'on considère comme des problèmes alors que ce ne sont peut-être pas des problèmes plus que des tensions. Euh, un constat qu'on fait, puis là, je m'excuse, Denis, c'est évidemment la déception qu'on a eue aussi, c'est que les articles qu'on a proposent peu de stratégies de gestion des tensions qui sont vérifiées de façon empirique. Les articles vont proposer des idées, vont proposer des pistes de solutions, mais on a très très peu d'évidence solide pour dire quand telle tension arrive, voici ce qu'il faut faire et ça va fonctionner. Donc au niveau des stratégies de gestion, il y a peu d'éléments qui sont fournis à ce stade-ci, puis on pense que c'est une piste qui serait extrêmement intéressante à poursuivre. Notamment l'étude longitudinale là, de tension pourrait nous permettre de mieux aborder cet aspect-là et de comprendre aussi évidemment les interactions qui peuvent exister entre différentes tensions qui viennent encore une fois complexifier encore plus. Mais ce qu'on voit par exemple, c'est que certaines tensions sont plus saillantes à différentes phases spécifiques du processus d'implantation que d'autres. C'est pas quelque chose qu'on est capable de voir de façon systématique parce que les articles ne rapportent pas nécessairement la phase exacte du processus d'implantation qui les intéresse. Donc il y a encore beaucoup de travail intéressant qui peut être fait par rapport à ça pour mieux comprendre ce processus-là. Du point de vue de la pratique, ce qu'on pense qui est intéressant ici, c'est que les tensions qu'on a identifiées peuvent attirer l'attention sur des enjeux probables lors de ce type de projet. Donc juste de garder en tête les 21 types de tensions qu'on a identifiés, par exemple, ça permet d'avoir comme comment dire, pas une checklist, mais d'avoir un ensemble d'éléments sur lesquels il faut garder un œil. Certains de ces enjeux-là sont pertinents beaucoup plus dans les implantations à grande échelle. D'autres sont universels, mais ils sont exacerbés dans ce contexte-là. Donc les enjeux, par exemple, de localisation sont beaucoup plus importants dans les implantations à grande échelle que dans les implantations à petite échelle, évidemment, parce que le degré de localisation qu'on va permettre dans chaque site ou dans chaque établissement, par exemple, va avoir une incidence importante sur l'implantation globale, notamment si on a besoin d'avoir une standardisation qu'on essaye de mettre en place. Ça peut aussi permettre de recadrer les enjeux auxquels on a l'habitude de faire face sous forme d'opportunités éventuellement. Ça, la théorie sur les tensions tente d'amener l'idée que l'aspect contradictoire est censé être vu comme un potentiel de trouver des solutions innovantes. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment pas nécessairement évident à faire, mais ce que ça amène, c'est le fait que, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une tension qu'il y a une chose qui est mieux qu'une autre. Si on est capable d'avoir des stratégies qui nous permettent de concilier les deux éléments d'une tension, c'est là où la recherche dit que le potentiel est le plus intéressant. Et pour terminer, donc la gestion des pôles d'une tension peut se faire de différentes façons. Donc on peut alterner, à savoir
privilégier un pôle d'une tension à un moment et un autre à un autre moment, éventuellement, si c'est possible. Ou alors on peut viser l'ambidextrie, à savoir de dire, est-ce qu'on est capable de faire les deux en même temps? Certaines tensions qui sont peut-être plus pertinentes à différents moments de l'implantation pourraient bénéficier peut-être d'une alternance ou alors d'ambidextrie en fonction des stratégies qu'on veut aller chercher, mais ça ouvre ce potentiel-là qui est intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on est capable de peut-être pas de résoudre, mais de vivre avec ces tensions-là qui font partie inhérente du processus d'implantation. Et je pense que ça conclut la présentation en tant que telle, donc ça va me faire plaisir de prendre vos questions à partir de maintenant. Merci beaucoup. Donc, j'inviterai les participants, pardon, autour de la caméra, j'inviterai les participants à poser vos questions à l'intérieur du clavardage. Vous pouvez aussi euh, lever virtuellement la main et comme ça, on pourra donner les tours de parole entre le clavardage et les participants qui souhaitent s'exprimer directement au conférencier. Y a-t-il des questions? Je vais y aller directement avec la première qui est dans le clavardage de Alexandre Yergo qui mentionne, avez-vous vu des différences dans les tensions humaines entre les médecins et d'autres professions? On a perdu Grégory. Non, je suis là, j'étais sur mute, pardon. Est-ce que c'est correct? Vous m'entendez? Oui, est-ce que Ok. vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, pardon. Fantastique. Je regardais le chat en même temps, c'est pour ça que j'ai la tête tournée. Je m'excuse, je vais le mettre devant moi. Je vais juste arrêter le partage pendant ce temps-là, ce sera peut-être plus facile. Les différences entre les tensions humaines, entre les médecins et les autres professions. On a vu des éléments, c'est un petit peu entre les médecins et les autres professions, je dirais pas vraiment. Ce qu'on a vu, c'est des tensions qui impliquaient certaines professions, donc des tensions qui étaient plus pertinentes, par exemple celle de l'identité professionnelle. Dans ce qu'on a vu dans les études, notamment, on l'a vu plus pour les médecins, parce que dans certains des cas d'implantation, par exemple, ce qu'on avait, c'était des médecins qui avaient une identité professionnelle très forte axée sur la livraison de soins aux patients et qui, dans une implantation qui était assez technocentrique, là, je vous dirais, euh, avaient l'impression de devenir des gens qui interagissaient avec une machine plus qu'avec des patients parce qu'ils devaient prendre énormément de notes dans le système, etc. Donc, il y a eu ce genre d'aspect-là. Maintenant, entre les médecins et d'autres professions, pas à mon souvenir. Je pourrais revérifier dans les 101 instances, hein, mais pas à mon souvenir en tant que tel. Me permet peut-être une petite question. Donc, on sait que cette revue de la littérature-là a été réalisée dans le cadre d'une recherche-action qui vise à nourrir aussi les démarches de déploiement du dossier santé numérique. Donc, de quelle façon cette étude-là ou ces constats-là ont permis ou peuvent permettre de nourrir les réflexions entourant le déploiement d'un DSN? C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs occasions d'avoir des discussions avec des intervenants du projet et notamment aussi d'organiser comment dire, des webinaires qui reprennent certains des constats qu'on a faits. Donc, je dirais que c'est pas ces discussions-là n'ont pas nécessairement eu lieu d'une façon très bon, ben, voici l'article avec nos résultats, hein. Ça a plus été des conversations dans lesquelles on a été engagé au fur et à mesure, notamment quand on a travaillé sur l'article puis qu'on voyait des éléments qui nous semblaient pertinents. Mais aussi quand, une fois que l'article a été publié, parce que là, le processus de validation par les pairs a été entériné, etc. Donc, ça amène quand même plus de soutien à certaines des choses qu'on proposait, mais ça a été des échanges qu'on a eu à intervalles réguliers avec des intervenants du projet pour présenter les constats. Évidemment, comme je disais, un des enjeux que on a eu, ça a été qu'il n'y a pas de stratégie de gestion magique là, sur comment résoudre ça, comme je disais, qui était proposée dans la littérature, donc on ne pouvait pas arriver avec des solutions qui disait si vous faites ça, voilà, et que vous avez tel enjeu, voilà, ça va résoudre le problème. C'est plus une question de voici des éléments sur lesquels on attire votre attention parce qu'ils se sont produits dans d'autres implantations de ce type-là. Donc, de regarder si dans le cadre de l'implantation qui est en train de se faire,
sont des enjeux qui sont pertinents, puis éventuellement de voir sur la base de ça ce qui pourrait être fait. Merci. Je vais poser la question suivante dans le clavardage, qui est d'Alexandre Couillard, qui demande est-ce que certains enjeux de communication observés provenaient des différences de langage entre les parties prenantes, par exemple norvégien versus anglais? Pas en tant que tel. Ce qu'on a vu dans certains des cas en Europe, dans les pays nordiques notamment, ça a été plus une façon, une vision, notamment, je pense, en Norvège, par exemple, que Epic était conçu à la base pour un système de santé américain. Et donc la façon, la philosophie du système était très différente du fonctionnement du système de santé en Norvège. Ça, c'est quelque chose qui avait été relevé dans un des cas. Maintenant, en tant que tel, par rapport à norvégien versus anglais, pas à mon souvenir, ou en tout cas, c'est pas ressorti comme quelque chose de significatif dans nos observations d'après nous. Je vais répondre rapidement à la question de Cynthia en dessous. Je m'excuse, Denis, parce que je la vois juste en dessous. Avez-vous des données en lien avec les tensions prioritaires à traiter et résoudre pour améliorer le succès? Étant donné qu'on n'a pas d'éléments spécifiques qui nous permettent d'identifier des stratégies de résolution optimales, malheureusement, non, on n'a pas de données solides hein, pour dire voici les tensions prioritaires à traiter euh, ou à résoudre pour améliorer le succès. On sait qu'elles sont toutes pertinentes dans les cas qu'on a étudiés. Euh, Peut-être on pourrait penser que celles qui sont prioritaires sont celles qu'on a vues dans le plus de cas, qu'on a observées dans le plus de cas, là, dans le tableau de résultats. Ça pourrait être une façon. Maintenant, c'est pas nécessairement ça qui veut dire que c'est plus prioritaire. On y va pour Denis? Oui, merci Grégory pour ta présentation. Je me questionnais, bon, on est au Québec en processus d'implantation, donc d'un système de cette nature. Est-ce qu'on est capable de comprendre les complications qu'on a vécues jusqu'à présent dans cette implantation, à la lueur des tensions que tu as étudiées dans les différents cas que tu as pu avoir la chance là, de prendre connaissance? Donc, est-ce qu'on est capable de faire le parallèle entre les problèmes qu'on vit présentement dans l'implantation du DSN ici et ce que tu as observé comme zone de tension dans la littérature? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on est capable de mettre en parallèle pour dire, bon, ben dans le cas présent, voici les principaux éléments qu'on observe là, en matière de tension qui empêchent, en fait, ben, qui empêchent, en tout cas, qui réduit la qualité de l'implantation et sa fluidité. Euh, il y a c'est sûr qu'il y a des éléments. Bon, je suis pas, comment dire, je suis pas dans le secret des dieux là sur l'implantation du DSN non plus évidemment. Donc j'ai pas tous les détails de tout. Mais c'est sûr que dans les discussions qu'on a eues en présentant notamment les résultats intermédiaires, il y a des éléments qu'on a amenés comme étant, bon, ben, voici des questions qu'on pense qui sont pertinentes sur la base de ce que nous, on voit dans les nouvelles et tout ça, puis des parallèles qu'on leur propose de faire. Évidemment, après ça, la façon dont dans ces parallèles-là sont pris ne dépend pas de nous, mais on a pu amener des éléments dans lesquels on a dit on pense que ça pourrait être intéressant de regarder tel ou tel aspect sur la base de ce qu'on lit dans les nouvelles. Maintenant, les nouvelles, évidemment, contiennent des éléments, il y a des éléments qui sont là, des éléments qu'on n'a pas nécessairement, hein. Donc, on n'a pas nécessairement toute l'histoire pour être capable de dire c'est à cause de cette tension qu'il y a ça qui se passe, bien évidemment. Mais au moins d'attirer l'attention sur le fait que cet aspect, une tension peut être particulièrement pertinente, soit à un moment donné, soit éventuellement de dire bon bah une fois que le système, par exemple, sera littéralement en production, euh, il faudra penser éventuellement à l'évolution. Puis on sait que, par exemple, notre métasynthèse fait ressortir des tensions au niveau de l'évolution du système après. Donc ça permet aussi de dire, bon ben, il y a l'implantation en tant que telle, mais après, il y aura peut-être des éléments auxquels il faudra faire attention aussi parce qu'on voit dans la littérature que ça a été un enjeu dans certaines implantations. Je pense que la question suivante nous amène
dans le même type de réponse, mais je vais la poser quand même. Éventuellement, peut-être ça amène d'autres idées. Jonathan Lapointe demandait, est-ce que vous prévoyez une suite dans un contexte pré-implantation? Si oui, est-ce que vous pensez qu'on pourrait identifier des stratégies opérationnelles pour prévenir des tensions en amont? C'est une bonne question. On a été un petit peu déçu de ne pas avoir plus d'évidence solide pour comprendre comment résoudre les tensions. Parce qu'au départ, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir informer des stratégies spécifiques sur voici des combinaisons gagnantes ou des choses qui pourraient faciliter. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez d'évidence solide pour le faire, mais que par contre, on avait de l'évidence très intéressante pour identifier ces tensions et que c'était déjà quelque chose euh, qui nous paraissait intéressant. Maintenant, est-ce que les stratégies opérationnelles pour prévenir les tensions en amont pourraient être identifiées éventuellement? La chose intéressante, c'est que le concept de tension dans la théorie organisationnelle part du principe que ces tensions-là vont exister de toute façon. C'est vraiment une partie inhérente de la vie en organisation. Donc, est-ce qu'on est capable de les prévenir ou est-ce que c'est juste qu'on peut se mettre des balises pour les identifier et tenter de les gérer? Je pense que c'est plus ça qui serait visé avec cette approche conceptuelle-là. Euh, Parce que si on en prévient certaines, il va y en avoir d'autres de toute façon qui vont probablement émerger à un moment donné. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, la façon dont je répondrai à la question. Est-ce qu'on pourrait identifier des stratégies opérationnelles pour gérer les tensions en amont? Je pense qu'une des choses qu'on peut faire, c'est d'anticiper certaines des tensions qui pourraient survenir avec la liste qu'on a identifiée, puis au moins de se dire, bon, ben, attends, cette tension-là pourrait survenir. Euh, Si elle arrive, qu'est-ce qu'on pense qu'on va vouloir faire, par exemple? Je redonne le même exemple du degré de localisation qu'on va permettre avec le système, qui est quelque chose qui est ressorti assez souvent, là, notamment dans le cas au Royaume-Uni, à savoir que on a une volonté, dans le cas du Royaume-Uni, on avait une volonté vraiment au niveau national là, de mettre quelque chose en place qui était très standardisé. Mais à côté de ça, on avait des sites qui voulaient avoir la possibilité de faire beaucoup d'adaptations locales ou de conserver la possibilité de faire des adaptations locales. Et si on est capable d'identifier cette volonté-là en amont, peut-être qu'on est capable de trouver des façons de définir la façon dont on va configurer le système différemment, de dire par exemple qu'il y a un noyau de configuration qui va être très très stable, similaire pour tout le monde, mais voici les avenues dans lesquelles on permet une configuration locale. Donc, c'est peut-être ce genre de choses-là auxquelles on pourrait penser. Maintenant, je le dis sans qu'on ait l'évidence là-dessus, là, encore une fois, c'est vraiment basé sur quelque chose sur lequel on pourrait éventuellement se pencher. Je nous propose peut-être un saut vers la question Oui. d'Alexandre Couillard qui demande, y avait-il certaines tensions majeures qui ont été identifiées comme finales ou qui auraient par exemple causé l'arrêt ou l'échec des projets d'envergure qui ont été étudiés? C'est une très bonne question. Ce que on a, c'est que ce qu'on a comme constat, c'est que c'est plus une combinaison d'enjeux et de tensions. De lier ça, de ramener ça à une seule tension en particulier, avec l'évidence qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on serait capable de faire. Par contre, on est capable de retracer plusieurs tensions comme étant problématiques. Puis dans ces implantations-là, qui sont souvent complexes, là, évidemment, puis je fais le parallèle avec les implantations en TI, on voit souvent que on a quelque chose dans lequel on a une telle complexité au niveau des enjeux, des technologies, des parties prenantes impliquées, et des interactions, et même de l'échéancier, des paramètres du projet que on a, on aurait du mal à retracer une cause unique là, sur pourquoi ça aurait été un échec. Denis? Oui, ben, j'étais curieux de t'entendre. Bon, c'est un peu peut-être, je dirais un peu à côté de la question et du paradigme des tensions, mais bon, on a vu de façon médiatique dans l'implantation du DSN au Québec, à un moment précis de son implantation, un oubli qui avait été fait relativement au coût de formation.
Donc, on a dû réinjecter à peu près une centaine de millions là, de mémoire. Là. Est-ce que vous avez vu ce genre d'oubli en termes de planification de l'implantation d'un système de cette ampleur? C'est-à-dire un oubli majeur, parce que, bon, tu es un spécialiste en système d'information, tu sais très bien que lorsqu'on implante un système d'information, naturellement, il y aura un programme de formation qui va permettre aux gens de s'approprier ce nouveau système. Est-ce que tu as vu dans toutes les études de cas que tu as répertoriées des éléments de cette nature qui avaient été oubliés, des éléments importants qui finalement vont créer des éléments, des zones de tension éventuellement, parce que bon, ça crée une tension aussi sociale de la part des différentes parties prenantes de constater ce genre d'oubli dans une planification de cette ampleur-là. Je ne sais pas si tu as vu des éléments de cette nature-là dans ta revue de littérature. De cette nature-là particulièrement, non. Par contre, si je prends l'exemple de la formation, mais pas au niveau des coûts, hein, ce qu'on a dans certains cas, c'est des formations. Par exemple, on a une tension entre, bon, est-ce qu'on donne des formations tôt dans le processus pour que les gens puissent s'approprier certaines fonctionnalités du système. Mais quand on fait ça tôt dans le processus, le problème, c'est que le système n'est pas nécessairement entièrement configuré, donc les flux de travail sur lesquels on forme les gens ne sont pas nécessairement les flux de travail finaux sur lesquels ils vont travailler dans la vraie vie. Donc, il y a une tension au niveau de c'est quand le bon moment pour former les gens, par exemple, qui est ressorti dans certains cas d'implantation. Et à travers ça, donc, c'est pas nécessairement que c'est un oubli, c'est que la façon dont la planification a été faite a emmené finalement une situation où certaines personnes étaient formées, mais de façon très générique, avec un système qui correspondait pas à la réalité. Et donc, quand le système est entré en production, euh, la formation a été perçue comme n'ayant pas été assez adéquate. Mais en même temps, si on forme les gens très tard dans le processus et qu'il y a beaucoup de gens à former, on a un autre enjeu. Donc, encore une fois, c'est pas qu'il y a une stratégie qui est bonne, l'autre qui est mauvaise, c'est que il va falloir être capable de composer avec cette réalité-là, parce que si on attend le dernier moment, puis qu'on a des milliers de gens à former, oui, on aura quelque chose de plus contextuel, mais en même temps, on va avoir quelque chose qui va être on ne sera pas capable de le faire dans les temps qu'on s'est donnés. Donc ça, peut-être que si on pense à comment est-ce qu'on peut mieux le gérer, c'est de savoir que cette tension-là peut survenir et à ce moment-là, éventuellement, déterminer une stratégie de formation qui va être capable de tenter au moins de mitiger la possibilité d'avoir cette tension. Donc mais quelque chose comme ce que tu mentionnes sur d'avoir oublié des coûts, dans les études de cas, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti, nous, ce genre d'enjeu-là. Merci. On va aller Oui, vers Nadine Abou-Khalil et revenir au clavardage ensuite. Il y a deux autres questions. ouais, il y avait une question de Linda, je vois ça, sur laquelle je pense qu'on a peut-être oublié, mais on fera après. Merci. Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, oui, c'est bon. Donc, je suis ici, je suis avec Nadine. Donc, on est en train d'écouter ensemble le webinaire, webinaire. Et ma question, c'est, vu un peu la tension avec le DSN, je dirais, et la réalité du Québec. C'est pas pour pointer quoi que ce soit, c'est juste pour éviter certaines tensions. C'était prendre un peu la réalité en tant que telle de la santé au Québec aurait plus ou moins, on aurait peut-être une meilleure gestion avec l'implémentation du DSN. Parce que vu que le DSN EPIC, c'est, je dirais, un système qui est bien carré, parce que je l'ai connu au Liban, donc c'est déjà implémenté depuis 2017. Et quelque part, c'est pas un système où on vient plus ou moins ajuster. Or, au Québec, on a beaucoup d'ajustements déjà à l'interne dans le terrain. Et là, on vient implémenter un système qui est, je dirais, bien carré, dans un sens. Donc, on en est où dans cette gestion de tension qui est assez complexe, je dirais. C'est pas pour pointer quoi que ce soit, mais c'est juste connaissant de plus en plus la réalité parce que j'implémente, donc je travaille dans la transformation numérique au CIUS et avec une application qu'on peut un peu plus manipuler ou ajuster en fonction des réalités. Et il y a déjà des tensions et une gestion de changement qui est apportée. Avec Epic, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec ça. C'est pas une question à laquelle je peux vous répondre sur la base de l'article qu'on a publié, évidemment. Oui, Euh, mais
je comprends votre point. Un système de gestion intégré, le nom même, là, au départ, l'idée, c'est d'intégrer les processus pour avoir quelque chose de plus efficient et il y a une certaine standardisation associée avec ce type de système-là. Ça, c'est quelque chose que dans la métasynthèse qui ressort systématiquement, que ce soit Epic ou Cerner ou autre chose, hein, par ailleurs, c'est vraiment la vocation du système. Maintenant, euh, effectivement, dans la métasynthèse qui ressort, c'est une tension souvent entre, bon, bah, le système a été acquis parce qu'il y a une volonté de standardisation, puis le système répond à cette idée-là, mais il y a des besoins locaux sur des ajustements, des adaptations ou des façons de fonctionner qui sont un petit peu différentes pour différentes raisons qui sont du point de vue des parties prenantes impliquées dans ces sites-là tout à fait valables. Euh, Puis ça, c'est une tension qu'on voit dans plusieurs implantations. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ressort avec le projet du DSN ou autre? Ça, c'est pas moi qui pourrais vous répondre, hein, pour être honnête, mais c'est dans la métasynthèse, c'est quelque chose qu'on a observé parce qu'effectivement, ces systèmes-là sont configurables, mais configurable ne veut pas nécessairement dire adaptable de façon dynamique à la réalité de chacun des sites dans lesquels ils vont être utilisés. Ça veut dire qu'on peut configurer les flux de travail, mais qui peuvent devenir standardisés pour tous les sites dans lesquels on les implante aussi. Ça dépend quelle approche de configuration on adopte, les capacités du système, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique à chaque projet. Merci. Je suggère qu'on aille vers la question de Linda Bergeron, qui nous amenait sur le terrain de la gestion du changement, donc le volet humain du changement, qui demandait, selon vos connaissances et vos études, est-ce que vous auriez des pistes de réflexion vers des stratégies qui nous permettent de prendre en compte les tensions, l'observation des tensions quand on veut gérer le changement? Une des choses qui, je pense, peut être intéressante, c'est justement quand on parlait tout à l'heure du fait que si on prend les deux éléments constitutifs d'une tension, puis qu'on les regarde comme il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, l'enjeu, c'est que ça va amener une, ça peut amener une opposition entre les personnes qui prônent un des pôles de l'attention, puis les personnes qui prônent l'autre pôle de l'attention. Ce que l'approche par tension préconise, c'est au contraire un dialogue pour comprendre comment est-ce qu'on peut rencontrer les deux objectifs contradictoires. Donc, c'est de comprendre la réalité qui fait que chacun des objectifs fait du sens. Euh, Moi, c'est ce que je verrais d'un point de vue gestion du changement, hein, c'est d'avoir comment dire, ce dialogue-là, d'être capable d'amener ce dialogue-là pour comprendre la réalité des différentes parties prenantes, puis pour amener le meilleur compromis possible pour tous. Maintenant, est-ce que, encore une fois, la métasynthèse n'a pas pu faire ressortir de stratégies qui permettent de faire ça, des stratégies concrètes là, qui permettent d'amener ça? Merci. Il fait dire merci aussi pour la réponse. Ah, de rien. Il nous reste 3 questions dans le clavardage. Je pense qu'on a la chance de passer à travers avant la fin du séminaire. Donc, de Angela Lee qui demande, est-ce qu'il y a des organisations ou des pays qui ont eu des déploiements réussis et qui peuvent nous inspirer? Ça, il faudra que je retourne dans le détail dans le détail de la métasynthèse. Si vous m'envoyez un courriel, Angela, je pourrais retourner là pour regarder en détail pour être certain de vous donner la bonne information. Euh, Ça va dépendre de ce qu'on entend par implantation. Si on dit déploiement réussi, ça, on va trouver souvent effectivement des déploiements réussis. Maintenant, est-ce que l'implantation est réussie? Donc, au niveau du processus complet, ça va souvent être plus mitigé. Ce qui est certain et que la métasynthèse a fait ressortir aussi, c'est que euh, les bénéfices qui sont récoltés de ces implantations-là, il y a un délai entre le moment où on met le système en production puis le moment où on va aller chercher les bénéfices qu'on visait. Donc, et ce délai-là, il ne se chiffre pas en jours ou en semaines, là, il se chiffre plutôt en mois, d'après ce qu'on a vu dans certains des cas d'implantation qu'on avait à savoir. Il y a, quand la mise en production se fait, il y a une période d'adaptation, de routinisation qui entre en jeu. Et là, à ce moment-là, il se peut que euh, si on mesurait le bénéfice pile à ce moment-là, on verrait que c'est pas nécessairement bénéfique.
mais que quand on attend et que on règle les bugs, puis il y a la routinisation qui se met en place et qu'il y a une adoption du système de plus en plus grande, après une certaine période, là, on a une remontée par rapport aux bénéfices auxquels on s'attendait. Donc, le moment auquel on va aller chercher cette information-là va avoir une incidence aussi sur est-ce que ça va être considéré comme un enjeu ou pas. Merci. On va aller vers Oussama Kalash qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre le niveau de standardisation et la réussite d'un déploiement? C'est une bonne question. Là encore, étant donné qu'on n'a pas nécessairement d'informations très précises sur la réussite du déploiement, puis ça va dépendre de la façon dont on va dire que c'est une réussite ou pas, là, la variable ou les variables qu'on va utiliser pour mesurer ça. Je ne pourrais pas vous donner de réponse définitive là-dessus. C'est possible que pour certaines parties prenantes, un niveau de standardisation élevé amène les économies d'échelle auxquelles on s'attend, mais que du point de vue, par exemple, dans des sites locaux dans lesquels il y avait beaucoup d'adaptations qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas été capable de mettre en place, ce soit perçu comme étant une perte par rapport à d'autres aspects. Donc, peut-être qu'on économise de l'argent, mais qu'au niveau de, je sais pas, la capacité de personnaliser telle ou telle approche ou autre, on n'est plus capable de le faire, par exemple. Ça peut être, à ce moment-là, ce serait vu comme étant un enjeu. Mais la notion de succès est extrêmement complexe dans les projets comme ça. C'est quelque chose d'assez systématique, là, pas seulement dans le domaine de la santé du tout, là, dans les projets en général, comme ça. Merci. La dernière question de Richard Morissette nous amène un peu en arrière dans une perspective Ouais. historique. On sait que les TI évoluent vite et il demande, avez-vous fait le lien avec des vieux systèmes qui ont été implantés il y a plusieurs années puis qui roulent encore, par exemple SAP, versus les conditions de succès du passé? Donc, est-ce que ça a tendance à évoluer aussi? Ouais, c'est une excellente question. Puis plusieurs d'entre nous là dans l'équipe de recherche sur ce projet sont des chercheurs en TI, notamment le professeur Guy Paré, qui a beaucoup publié sur ces sujets-là. Euh, ce qu'on sait, c'est que, comment dire, il y a des éléments de succès qui sont universels à toute implantation de système de gestion intégré. Par exemple, le support de la haute direction, la gestion du changement, la formation, donc des facteurs clés de succès qui sont assez génériques, entre guillemets, qui vont s'appliquer aussi dans un projet comme celui dont on parle ici, ou des implantations qui sont dans la métasynthèse. Euh, Après ça, est-ce que l'enjeu qu'on a eu, puis on a réfléchi à cette question, c'est que de parler de SAP dans une revue qui est publiée pour le domaine de la santé, euh, c'était pas nécessairement quelque chose sur lequel les gens allaient pouvoir beaucoup tisser des liens, je dirais. Donc, on a pris le parti de se concentrer sur les implantations donc de EHR. On n'a pas eu nécessairement la place non plus de discuter des liens qu'on pouvait faire avec la recherche en TI parce que on est assez limité en place dans les articles de ce type de revue. Mais nous, dans nos discussions, on s'est souvent fait la remarque que ah bah tiens, tel enjeu, ça nous fait penser à ce qu'on a vu dans les implantations SAP au début des années 2000, par exemple. Ça reste pertinent. On sait que former les gens, les former de la bonne façon, gérer le changement, les libérer de leurs tâches régulières pour qu'ils aient le temps de s'impliquer dans le projet comme il faut quand on leur demande d'assumer des responsabilités dans le projet, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont universels, qu'on sait qui contribuent au succès, et ils restent pertinents dans ce contexte-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le, ils sont pas présentés nécessairement de cette façon-là dans la littérature, dans le domaine de la santé, parce qu'il n'y a pas ce bagage qu'on a en TI par rapport à ce type d'implantation comme SAP, effectivement. Donc, pour répondre à Merci. votre question, je dirais que plusieurs des facteurs qu'on connaît qui contribuent au succès des implantations de systèmes de gestion intégrés comme SAP sont pertinents ici, à mon avis. Maintenant, la littérature qu'on a pour la métasynthèse ne les relève pas nécessairement ou ne leur donne pas nécessairement le même. Je pense que c'est un peu ça aussi. Merci beaucoup. On arrive à 13 heures. On voit les participants qui se sauvent pour une autre réunion. Un mot de clôture. Je vais passer le micro à Denis.
Merci Merci beaucoup, beaucoup, Grégory. Grégory, pour cette magnifique présentation. Ça nous éclaire sur un concept intéressant, je pense, celui des tensions. Je pense qu'il y a toute une littérature intéressante sur cette question-là, qui doit être, je dirais, davantage sollicitée dans le cadre de l'implantation actuelle du DSN, qui vit en fait toutes les tensions et plusieurs autres, je présume. Et donc, merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Et donc, on va vous transmettre éventuellement dans les prochaines semaines la programmation des séminaires de l'année prochaine. Donc, on vous invite à rester à l'affût. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, puis très bon temps des fêtes.